aujourd'hui, nous parlons Europe dans le comptoir de l'info grâce à Gilbert Salinas. Bonjour, vous êtes président de l'Agence de développement économique et culturel Nord-Sud et vous avez invité pour une conférence en face de vous Renaud Soufflot de Marigny. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous appeler chef adjoint de la représentation européenne en France. Vous êtes le numéro 2 de la représentation de la Commission européenne, c'est ça? C'est bien ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un titre important? C'est un titre important, je ne sais pas. En fait, dans chaque État membre, la Commission a des représentations. Donc, on est une petite équipe, on fait du reporting politique, on fait le lien entre Paris et Bruxelles. On essaie d'expliquer à Bruxelles ce qui se passe dans ce pays bizarre qui est la France et on essaie d'expliquer aux Français ce qui se trame au niveau de la Commission. Très bien. Gilbert Salinas, pourquoi inviter ce monsieur? C'est tout simple. Je suis président de l'Agence de développement économique et j'héberge ce qui s'appelle le CIED. Et le CIED, n'ayant pas de tutelle juridique, c'est l'ADEC qui l'a pris en charge. Il faut dire ce qu'est le CIED. Alors le CIED, c'est un centre d'information Europe Direct, c'est-à-dire un centre d'information sur toute l'Union européenne, quels que soient les produits financiers ou alors les activités que nous avons à faire dans la région. Et de ce fait, nous avons pensé, étant donné la crise et tout ce qui se passe maintenant sur l'Union européenne, de faire venir quelqu'un de la représentation européenne, et c'est M. Soufflot de Marigny qui a décidé de venir nous rencontrer. Alors Renaud Soufflot de Marigny, y a-t-il une baguette magique pour faire de la relance en Europe? Parce qu'on parle que de plans d'austérité, on parle que d'agences de notation mécontentes. Est-ce qu'il y a un souffle, un moment économique qui va revenir? Il n'y a pas de baguette magique, mais il faut faire les deux. C'est-à-dire à la fois, nous disons, il faut assainir les finances publiques parce que finalement le déficit c'est un peu comme le dopage. À court terme ça peut stimuler mais à long terme c'est mauvais pour la santé. On ne peut pas être dans une situation où on continue à emprunter simplement pour payer les intérêts de la dette. Oui, et on ne va pas mettre de l'austérité directement sur tous les 17 pays quand même. Absolument. Et en même temps il faut faire de la relance, il faut faire de la croissance, il faut veiller à ce que les investissements d'avenir soient préservés. Alors c'est quoi? C'est des grands travaux publics Par exemple dans le cadre de notre proposition de budget pour la période 2014-2020 puisqu'on travaille sur des cycles de 7 ans en Europe, la Commission a proposé un grand plan de 50 milliards d'interconnexion des travaux en termes de transport, d'énergie et également d'économie numérique. C'est-à-dire 50 milliards que l'Europe donnerait pour, admettons, faire un train et des entreprises privées travailleraient sur ce grand projet? Absolument. Auquel cas ça relance l'économie? C'est un petit jeu de domino? C'est un petit peu l'idée. L'idée c'est d'utiliser au maximum également les fonds structurels pour investir, construire, produire. Notre objectif c'est la croissance et l'emploi. Et pourquoi la Banque européenne ne prête pas aux États directement? Ça, c'est une autre question. La Banque centrale européenne a fait preuve d'une certaine souplesse tout de même au cours de la dernière période. Au bout de combien de temps? Au cours de la dernière période. Et par ailleurs, il y a une autre banque dont on parle souvent moins, c'est la Banque européenne d'investissement, dans laquelle les États vont également injecter davantage de capital pour qu'elle puisse à son tour prêter et ça aura un effet de levier important. C'est partie du pacte de croissance. Gilbert Salinas, est-ce que, je vous parle à vous, mais est-ce que vous avez l'impression que les citoyens européens et français ont une défiance face à l'Europe? En disant, elle décide pour nous, mais elle ne décide pas grand-chose finalement. C'est-à-dire que, on en parlait ce matin, il y a beaucoup de négatifs, mais il n'est pas assez grand pour être vraiment dans un négatif complet. Il y a négatif, c'est environ, je crois, on en a parlé ce matin, c'est environ 20 à 25%. Pour l'Europe, il y en a une cinquantaine de %. Et puis le reste, c'est des indifférents, ils sont plutôt... on verra. On verra. Ils ne savent pas. On est quand même imbriqué dans une méthode de travail avec l'Union européenne, qu'il est difficile de revenir en arrière. Et donc, par conséquent, il faut positiver sur l'avenir et voir comment on peut se sortir. Oui, mais il ne faut pas de méthode couille, je m'adresse à vous. Est-ce qu'il ne faut pas une Europe politique forte, plus forte que les marchés? Absolument, il faut une Europe politique forte. Juste pour revenir d'un mot sur ce que vous disiez sur l'état de l'opinion, effectivement, il y a des frustrations parfois, mais en même temps, il y a de fortes attentes. Et la crise a contribué à cette prise de conscience que c'est au niveau européen, ensemble, en mutualisant nos ressources, qu'on résoudra les problèmes. Oui, sauf que ceux qui ont voté Maastricht en 92 avaient peut-être une idée poétique même de l'Europe, quelque chose d'une union, fin de la guerre, et finalement on n'a qu'une Europe économique. On est tout de même dans une Europe en paix, honnêtement. Oui, ça on ne peut pas le dire. Mais si c'est l'économie, c'est la guerre des marchés. C'est pas la guerre des marchés. L'objectif premier de l'Europe, dès le départ, c'était de commencer par l'économie pour empêcher la guerre entre la France et l'Allemagne, et aujourd'hui pour aller vers une Europe politique. N'y a-t-il pas une guerre économique entre la France et l'Allemagne? Chacun dit je suis le meilleur élève que toi, et ainsi de suite. Il vaut mieux une guerre économique qu'une guerre à l'ancienne dans laquelle on s'entretuait. Oui, je suis d'accord. Mais on peut dire que le col blanc maintenant joue à la bourse. Et on peut très bien, serait-ce qu'en dehors de France-Allemagne, on peut très bien dire que les grands groupes financiers jouent
avec les pays européens. Oui, sur la France et l'Allemagne, il y a tout de même beaucoup de points de convergence. Et pour le reste, tout l'enjeu de la mission notamment du commissaire français Michel Barnier, qui est en charge des marchés, des services financiers et du marché intérieur, c'est justement de réguler cette finance qui était devenue un petit peu folle, disons-le, et on en a vu les effets en 2007, 2008 et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on va sauver la Grèce ou est-ce qu'on va la laisser couler ? On est en train d'essayer de la sauver. Avec un 9e plan d'austérité, c'est-à-dire que les 8 autres n'ont pas marché. Ça veut dire que les 8 autres seuls n'ont pas marché. On a injecté beaucoup d'argent dans l'économie grecque. On a procédé à une diminution, ce qu'on appelle un haircut. On dirait des coupes quand on fait ça. En mauvais anglais, absolument. Ouais. Ça veut dire que les créditeurs de la Grèce ont accepté de perdre une partie de leurs créances, absolument. Et en contrepartie, la Grèce doit faire des efforts effectivement très importants. Et il ne faut pas du tout sous-estimer ce qu'est la situation sociale aujourd'hui en Grèce. La question n'est pas seulement financière. Il faut aussi faire en sorte que le système fiscal, que le système du cadastre et ainsi de suite fonctionne mieux dans ce pays. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu, plutôt que, c'est une métaphore qui ne m'appartient pas, mais qui est dite souvent, quand quelqu'un se noie, ce n'est pas la peine de lui mettre des semelles de plomb. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, l'Europe, la force européenne, prendre la dette européenne intégralement et puis l'éponger et dire maintenant on repart sur d'autres bases. Alors on vous met sous tutelle s'il le faut, mais au moins vous repartez avec nous. Vous pensez que les opinions publiques en France et ailleurs auraient été prêtes à... Si les politiques acceptent et expliquent clairement les choses, ça pourrait peut-être marcher. Honnêtement, l'Europe a en grande partie, on n'a peut-être pas sorti la Grèce de l'eau pendant qu'elle se noyait, mais je ne pense pas qu'on lui ait mis des semelles de plomb, je pense qu'on lui a plutôt tendu une bouée. Ouais, alors elle est encore dans l'eau pour l'instant. Elle est encore dans l'eau et on la tire. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les pays de l'Europe? Alors, est-ce qu'il y a du dumping social en Europe au niveau économique? C'est-à-dire qu'il y a les pays de l'Est européen, et puis finalement, on délocalise tout là-bas parce que la main-d'œuvre est moins chère. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a une propre concurrence déloyale. C'est sûr, parce que il n'y a pas une harmonie sociale. Il n'y a pas d'harmonie sociale. C'est peut-être une des démarches les plus importantes que doit faire l'Union européenne. Il y a eu un traité qui est passé là-dessus et qui empêchait l'harmonisation sociale. Quand vous voyez qu'en Espagne, qui est un pays qu'on côtoie nous régulièrement, parce que c'est notre pays limitrophe, le SMIC est à 700 €. Il est difficile de de concurrencer un marché qui, avec nous, c'est à 1200, plus de 1200 €. Ouais. Et alors donc, il y a une politique, mais ce qui nous sauve, c'est qu'il y a quand même, en France, une politique de savoir-faire très important. Voilà. Et donc, il y a un label France qui est en train de naître une autre fois, de ressurgir, et qui amène beaucoup les gens à dire tiens, achetons français parce qu'il y a de la qualité. Nous, on est quand même soumis à des lois très rigoureuses en matière de sécurité alimentaire et je veux dire de sécurité tout court, de telle façon que beaucoup de produits français sont appréciés. Voilà. Est-ce que ce dumping social existe ? Chaque pays joue de ses... Parce qu'il faut réindustrialiser. Donc si on veut réindustrialiser en France, il faut qu'il y ait des salaires. Bien sûr, personne n'est contre. Personne Sauf que quand là-bas, ça coûte 1, alors que chez nous, ça coûte 2, c'est compliqué. Oui, mais il y a une remise à niveau progressive. Monsieur Salinas parlait de l'Espagne. Rappelons-nous de la situation de l'Espagne quand elle est entrée dans l'Union européenne. Et du Portugal. Et du Portugal. Tout le monde disait que c'est une catastrophe. Sauf qu'on les a tirés quand on était 12 vers nous. On les a tirés vers le haut, maintenant on est 25. On est 25 et nous avons une assise économique telle qu'on peut aussi contribuer à travers les fonds structurels, etc., à aider ces pays qui, ceci dit, se débrouillent de mieux en mieux sans qu'on ait besoin de les aider. Une question, j'attaque, mais est-ce qu'on n'a pas élargi l'Europe trop tôt, à 25 ? Est-ce qu'il fallait faire autre chose ? Parce qu'on avait peur que le bloc de l'Est se reforme, peut-être ? Est-ce qu'il fallait faire autre chose, effectivement, face à ces pays qui se sont dégagés de la tutelle communiste? Est-ce qu'on pouvait les laisser à la porte de l'Europe? Est-ce que ce n'était pas une responsabilité politique et historique importante que de réunifier le continent européen? Est-ce qu'on pouvait les intégrer un par un, faisant un calendrier ? On aurait pu les intégrer un par un, mais les frustrations dans chacun de ces pays qui ne seraient pas encore entrés auraient été très importantes. La perspective de l'adhésion à l'Union européenne a joué un rôle stabilisateur majeur dans ces pays, comme il le joue d'ailleurs aujourd'hui pour les Balkans. Dernière question, est-ce que justement les citoyens aimeraient mieux leur Europe si elle était beaucoup plus démocratique, plus politique ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses se font là-haut, mais on n'a aucune incidence. Oui, c'est une impression qu'on a souvent. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ça, c'est votre avis. C'est mon avis, mais je vais vous expliquer pourquoi. Comment ça fonctionne aujourd'hui, l'Europe? La Commission européenne fait des propositions. Elle ne décide pas grand-chose, sauf en matière de droit de la concurrence. Et qui décide, in fine? Le Conseil, les chefs d'État et de gouvernement, démocratiquement élus, François Hollande pour la France et les autres, et les parlementaires européens qui sont élus par les citoyens tous les 5 ans. Ce sont eux qui décident d'amender, d'adopter ou de rejeter les propositions de la Commission. Donc le système est démocratique, mais malheureusement, les citoyens
n'identifient pas suffisamment les acteurs européens comme ils peuvent le faire avec les acteurs nationaux. Prochaines élections en 2014. Gilbert Salinas, merci de nous avoir amené Renaud Soufflot de Marigny. Nous parlions d'Europe aujourd'hui dans la seconde partie. Greg Lamazère.